bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de prix de la nourriture, de surpoids, de manque de protéines et de bruit environnemental. Donc, je sais même pas si on dit bruit environnemental, mais en tout cas de pollution sonore. Et voilà. Bon, je vais essayer d'aller vite sur certains articles et prendre un petit peu plus mon temps sur d'autres. Le premier qui est pourquoi on grossit parce qu'on a faim de protéines, qui vient du site de lanutrition.fr. Alors, c'est une hypothèse qui plaît forcément à tous ceux qui recommandent des régimes hyperprotéinés depuis longtemps, etc. Mais une hypothèse serait que le surpoids viendrait d'une quête organique de protéines. Je m'explique. Si vous observez, j'en ai déjà parlé, alors je sais plus si c'est dans les cours ou si c'est directement en podcast, mais si vous observez l'alimentation transformée, on va prendre un cas concret. Par exemple, j'aime bien prendre ce cas parce que c'est un cas réaliste. Quand, avec ma compagne, on est allé faire une espèce de road trip durant un hiver, et donc du coup, on s'est alimenté sur les aires de repos. Et entre deux sessions de trajet, on a pris un repas le midi, une aire de repos à un moment donné, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant sans trop sortir des clous sur l'aire de repos. Donc il y a plusieurs alternatives, soit on prend vraiment son temps et on achète les choses au détail, par exemple un peu de jambon ou un peu de saumon fumé avec je sais pas des carottes râpées et puis un fruit, admettons, soit on essaye de se prendre un truc tout fait, pas trop dégoûtant. Donc on avait passé un petit peu de temps à regarder et on en était venu à certaines salades qui étaient dépourvues de glucides de mauvaise qualité, on va dire. Donc c'était un riz complet avec je sais plus trop quoi et une bonne teneur entre guillemets en protéines, enfin comme il y avait sur l'image. Mais en fait, quand on regarde au détail, la teneur en protéines était marginale. En tout cas, pour un sportif, ça suffisait pas. Et c'était vraiment, si on regardait bien, on voyait globalement les prix des matières premières, donc le moins cher en premier, puis le plus cher en dernier en termes de quantité, quoi. Donc ces plats-là sont vendus quand même être équilibrés. Bon, équilibré, ça c'est toujours pareil, vous embauchez un diététicien ou un nutritionniste dans votre entreprise et vous lui dites débrouille-toi pour me faire un truc qui prend en compte les coûts et le côté diététique des recommandations actuelles. Bon, ils arriveront toujours à bricoler quelque chose en vous mettant dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Comme ça au moins ça les dédouane d'une très bonne qualité nutritionnelle du produit. Bref, pourquoi je raconte ça ? Parce que les aliments transformés, et même une petite salade, vous vous retrouvez toujours à avoir un morceau de pain, un gâteau, un machin en plus dedans, alors que vous avez demandé juste une salade, ou une sauce complètement saturée en sucre ou autre. Finalement, les produits transformés, si vous observez bien, il y a toujours un manque de protéines. En tout cas, par rapport à des doses satisfaisantes pour se couper l'appétit, parce qu'il faut quand même... Les protéines coupent l'appétit, et il y a toujours un manque de protéines. Et l'hypothèse serait que le surpoids et l'obésité et l'attrait pour les aliments ultra transformés, en fait, c'est comme si le corps cherchait à obtenir des protéines, il en avait jamais assez, donc du coup, il arrive jamais à satisfaire ses besoins en protéines pour régénérer ses cellules et compagnie. Et donc du coup, il ne coupe pas la faim et il développe un comportement, la personne a faim et en fait elle va manger des chips, des choses comme ça, sauf qu'il n'y a pas de protéines là-dedans. Donc du coup, la personne n'est jamais rassasiée et elle est toujours en quête de protéines, etc. Bon, je vous le dis honnêtement, l'hypothèse est séduisante, comme il y a marqué. Moi, je pense que c'est un engrenage, c'est-à-dire que
Pour moi, l'alimentation santé, c'est comme une montre automatique, une montre suisse. Vous avez un mécanisme automatique de montre, c'est-à-dire que si vous enlevez une pièce, ça ne tourne plus, et il n'y a pas qu'une pièce dans le mécanisme, il y en a plusieurs. Et ça, c'est une des pièces. C'est-à-dire que les protéines permettent, entre autres, de la synthèse protéique, donc de stimuler le maintien ou le gain de masse musculaire, de la régénération des cellules, également un potentiel thermogénique un peu plus élevé, un effet, je sais pas si on dit satiétogène ou un effet sur la satiété, donc un effet coupe-faim. Donc du coup, ça a plusieurs effets positifs quand on souhaite, on va dire, garder un poids de forme ou perdre du poids. Mais il n'y a pas que ça, il y a les fibres également, et si on regarde bien dans les aliments ultra transformés, c'est assez souvent le cas, il n'y a pas beaucoup de fibres. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup de fibres, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de protéines. Et quand on enlève ces trois composants, on se retrouve à avoir des aliments très denses, parce que moins il y a d'eau dans un aliment, plus il y a de densité nutritionnelle. Quand je dis densité nutritionnelle, c'est surtout de la densité de la calorie, on va dire, hein, et pas forcément de la densité utilisable de manière intéressante par le corps. Quand je dis densité, faut pas penser très dense en vitamines, minéraux, oligo-éléments, par exemple. Donc on va avoir une forte densité énergétique, énergétique calorique, on va dire, plutôt, et donc ça va mener au surpoids. Si vous enlevez l'eau, les fibres et les protéines, vous vous retrouvez avec un aliment qui va être forcément riche en sucre, riche en graisse, et donc du coup un aliment qui sera peu intéressant pour maintenir votre poids et être en santé. Donc il y a cette piste des protéines, mais en même temps les protéines, il ne faut pas oublier que c'est souvent la matière première la plus chère, que ça soit la viande, le poisson ou les œufs, donc les trois protéines animales, avec même je peux ajouter les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est souvent la protéine les protéines qu'on va retrouver les plus fréquemment dans les produits transformés, parce que c'est souvent les produits subventionnés. Le lait en France notamment, de mémoire, est subventionné, donc c'est pour ça qu'on vous le recommande partout, à toutes les sauces, sous toutes les formes, etc. aussi. Hein. Il y a il faut être conscient que le lait, même si je pense que le lait doit être une des protéines animales les moins bien tolérées à l'âge adulte, et pourtant c'est celle qui est recommandée, surrecommandée dans tous les programmes diététiques. On vous dit X produits laitiers par jour, etc. Alors que bizarrement, autour de moi, j'ai beaucoup plus de gens intolérants aux produits laitiers qu'intolérants au poulet, par exemple. Mais bon, eux, ils parlent de la piste du calcium, que c'est la meilleure source de calcium, etc. Bon, c'est un autre débat. Du calcium, il y en a ailleurs, heureusement, parce que sinon les intolérants au lactose, ils seraient morts. En fait, non, ils arrivent à en trouver ailleurs. Il y a aussi la piste de la vitamine D pour le fixer. Enfin bon, bref. C'est une piste pour le surpoids, c'est une hypothèse en tout cas pour le surpoids, l'obésité et les aliments ultra transformés, qui sont finalement, vous êtes de plus en plus attiré par l'alimentation ultra transformée quand vous grossissez, enfin de plus en plus attiré, je sais pas, mais plus vous allez en manger, plus ça peut être synonyme que votre corps cherche à avoir des protéines qu'il ne trouvera pas dans cette alimentation-là, parce elle en est dépourvue. En tout cas, c'est un apport. Vous avez peu de chances d'avoir un morceau brut de viande ou des œufs de matière brute ou du poisson de façon brute dans des aliments ultra transformés. Voilà. Vous allez les retrouver décomposés, recombinés, donc avec des protéines de soja, etc., mais pas de manière brute et saine. Je passe à un autre. C'était juste, voilà, vous avez le lien, vous pouvez aller voir. Alors l'article est réservé aux abonnés, hein, donc si vous voulez la version longue, il faut être abonné au site, hein, donc lanutrition.fr. Vous avez le lien dans les notes. Deuxième article que je voulais détailler avec vous, c'est un article de Science Daily, sourcé, la source c'est École de médecine de l'université du Minnesota. Donc ils ont mis comme titre expérience de stigmatisation du poids associé à des troubles du comportement alimentaire. Alors en fait là ils disent, les chercheurs ont constaté que les facteurs parentaux et familiaux positifs étaient associés à un risque réduit de troubles de comportement alimentaire, mais qu'ils n'atténuaient pas l'influence des expériences de stigmatisation du poids sur les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes. Donc les expériences de stigmatisation du poids, comme les taquineries sur le poids et les commentaires blessants sur le poids, ont été associées à une prévalence plus élevée de comportements alimentaires désordonnés.
Donc je continue. L'étude menée avec des chercheurs de l'école de santé publique de l'Université du Michigan et de l'Université du Connecticut a analysé les expériences relatives aux troubles du comportement alimentaire. Un échantillon d'adolescents recrutés dans les villes jumelles, blablabla. Ils ont constaté que les expériences de stigmatisation du poids étaient très courantes chez les adolescents. Donc 27% ont signalé des moqueries de leur père sur leur poids. 24% des personnes interrogées ont fait état de moqueries sur leur poids dans leur famille. Et 42% ont fait état de commentaires blessants sur leur poids de la part de membres de leur famille. Voilà, donc il y a d'autres trucs à dire et à lire dans le rapport, mais moi je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur les commentaires négatifs liés au surpoids, mais dans les commentaires négatifs liés au surpoids, il faut sectoriser. Et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des bornes et des limites. Et aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment. Il y a 2 façons d'être négatif face au surpoids. Enfin, par exemple, même 3, on pourrait dire, mais la première, c'est la plus courante et la plus populaire actuellement, la plus buzz dans les contenus et tout, c'est la stigmatisation de l'apparence physique. C'est-à-dire de dire que le surpoids, ce sont des personnes qui se laissent aller, que ce sont des personnes qui ne méritent pas. Enfin, voilà, les gens qui vont subir des moqueries, oh, t'es gros, t'es grasse, t'es moche, etc. Donc ça, c'est une façon de stigmatiser, une façon de pointer négativement le surpoids. Il y en a une autre façon de pointer négativement le surpoids, ce serait de dire, bon ben voilà, le surpoids par exemple, d'ailleurs, il y avait un autre article sur le sujet. Une personne qui a un tour de taille élevé, aujourd'hui, c'est sûr, c'est défini, c'est vérifié scientifiquement qu'elle a plus de risques cardiovasculaires pour sa santé cardiovasculaire. Donc c'est immédiat, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques à partir du moment où le tour de taille est plus épais. Et ça, c'est une autre manière de montrer négativement le surpoids. Mais il faut mettre des bornes entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de la même façon, on ne peut pas se moquer, on peut pas interdire la moquerie et interdire comment on appelle ça, la prévention. C'est-à-dire que d'être préventif face au surpoids n'est pas de la taquinerie ou de la moquerie. Ça n'est pas une façon de stigmatiser, ou je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de mettre des limites. Et aujourd'hui, les limites, elles n'existent pas trop. Elles sont floues. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on stigmatise les gens qui sont en surpoids, peu importe le discours qu'on va avoir. Mais un médecin qui va dire à un adolescent qui a un tour de taille trop épais qu'il est à risque de problèmes assez rapides dans son avenir, par exemple du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires ou des maladies auto-immunes, ou même de la dépression, hein, parce que le surpoids est lié aussi aux problèmes de santé mentale. Il faut qu'un professionnel de santé ne se sente pas coupable de dire ça, en fait. Parce que s'il a l'impression de prendre un risque quand il va dire à quelqu'un en surpoids qu'il est en surpoids et que c'est dangereux, moi, à mon sens, c'est un problème. Ça revient au même que de dire à un alcoolique ou un fumeur de ne pas le dire parce que bon, voilà, il a une comment on appelle ça, une addiction X ou Y. Bon, je vais pas stigmatiser ça, donc pas lui dire, donc lui cacher les effets négatifs pour sa santé. Et aujourd'hui, on est, vous savez, dans cette vague d'acceptation, grossophobie, toutes ces choses-là, qui est quelque chose, j'ai envie de dire respectable, quand ça touche que l'apparence et l'acceptation en termes de morale, de droit et tout. Donc c'est normal que tout le monde soit traité à la même enseigne. Mais par contre, quand il s'agit de santé, je sais que je me répète beaucoup dans les podcasts sur ce sujet, mais c'est important d'enfoncer le clou. Il faut mettre des bornes, en fait. Les limites, c'est la santé pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des limites au moment où on ne peut pas dire que tout le monde va être son égal. Enfin, on n'est pas tous égaux par rapport à la santé. C'est-à-dire que, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre son équivalent. C'est-à-dire que, au lieu de se comparer à quelqu'un en surpoids, si vous ne l'êtes pas en surpoids, ça sert à rien de vous comparer à quelqu'un d'autre qui l'est en surpoids.
Mais comparez-vous à vous-même. C'est-à-dire que vous vous dites, vous avez votre version d'aujourd'hui, donc probablement vous faites un peu de sport et vous essayez de manger sainement si vous écoutez ce podcast. Eh ben, imaginez que vous êtes la version soit d'avant, donc peut-être que vous avez fait un régime, soit d'avant, donc la personne qui faisait n'importe quoi au niveau de la bouffe et pas du tout d'activité physique. Pensez-vous avoir les mêmes chances au niveau santé que votre équivalent, donc que vous-même, qui ne fait rien de bien au niveau de la diète et rien de bien au niveau de l'activité physique? Forcément, vous allez me dire non. Vous avez, c'est mieux aujourd'hui quand vous faites attention. Par contre, on a un problème quand il s'agit de le dire d'une autre personne, parce que là, il y a stigmatisation. Et je pense que c'est là le problème. Alors évidemment, nous, on n'a pas le devoir en tant qu'individu lambda comme ça de juger un individu en surpoids dans la rue, de le dire ah là là, t'es en mauvaise santé. Nous non, mais dans le discours public, il faudrait petit à petit que ce soit accepté, parce qu'aujourd'hui c'est très bien accepté qu'un alcoolique ou qu'un fumeur ou qu'une personne qui se drogue abîme sa santé. C'est-à-dire personne va vous dire qu'il a une santé égale à celui qui ne le fait pas. C'est accepté. Il n'y a pas besoin d'être médecin ou quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des messages de santé publique faits sur le sujet, que le tabagisme, l'alcoolisme, je vous sortirai peut-être d'autres trucs, j'en sais rien, ça me vient pas comme ça en tête, mais sont nocifs pour la santé. Aujourd'hui, le surpoids, c'est encore border. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire on peut très bien être en surpoids et en bonne santé. Mais en fait, les études de plus en plus montrent que non. Enfin, il y a des tampons qui disent que non, en fait. Que là, je vous l'ai dit par exemple pour les risques cardiovasculaires, mais également pour la dépression et tout ça. Le surpoids, même si on se sent en bonne santé, on est sur un terrain, on a un terreau hyper fertile à la mauvaise santé, en fait. Donc c'est important quand ça touche les jeunes et tout. C'est pour ça que enfin voilà. Et donc, il y a un lien. Alors, moi, je sais pas, mais qu'est-ce qu'un comportement alimentaire désordonné ? Parce que là, dans l'article, ils disent que si on a été sujet aux moqueries et tout, on n'est plus censé avoir un comportement alimentaire désordonné. Je serais curieux de savoir ce qu'ils appellent désordonné. Parce que pour moi, désordonné, ça peut être manger en cachette parce qu'on a honte. Donc du coup, dans la cour de l'école, on se fait stigmatiser, on se fait traiter de petits gros, de petites grosses et tout. Moi, je peux le dire parce que je l'ai vécu un petit peu, à petite échelle, très petite échelle. Mais j'ai eu quelques remarques comme ça quand j'étais gosse, qui m'ont pas blessé plus que ça, mais quand même, c'est quelque chose qui peut abîmer quand on est ado, qui peut empêcher de se mettre torse nu, quoi, de garder le t-shirt à la plage. C'est des choses que moi-même j'ai vécues. Ça va pas, voilà. Il y a des gens certainement qui le vivent beaucoup plus mal que moi. Quelles sont les conduites déraisonnables qui pourraient découler de ça? Donc, de manière négative, c'est de manger en cachette. Donc, globalement, ça va être les gens en surpoids qui vont prendre une salade en public et se goinfrer de gâteau la nuit. Ça pourrait être, à l'inverse, peut-être des gens qui vont tomber dans des comportements suite à leur premier régime de type d'anorexique, en fait. De se priver de nourriture, de faire l'excès de sport, etc. Donc c'est à ce moment-là, en fait, où il faut que parce qu'il y a des gens hyper motivés qui vont vouloir combattre, ne plus jamais vivre cette moquerie. Donc en fait, cette motivation va se transformer en obsession du sous-poids et en phobie du surpoids. Donc ils vont chercher absolument à perdre du poids et être terrorisés. Et ça, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Ils vont être terrorisés du surpoids. C'est-à-dire qu'ils savent très bien consciemment qu'ils ne vont plus jamais reprendre leur alimentation d'avant. Donc par exemple brioche, pâte à tartiner, plat hyper calorique, etc. Mais par contre, ils vont s'interdire une alimentation plus calorique, mais de bonne qualité, parce qu'ils vont avoir peur de l'excès, peur de se faire regrossir en fait. Sauf qu'il faut vraiment, là, je pense que l'éducation se fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'un régime, quand on perd du poids, pour moi, c'est le sas. Donc le sas, comme un sas de décompression dans un sous-marin, c'est le sas avant l'alimentation saine et à appétit, on va dire, comblé. C'est-à-dire que c'est un peu comme les classes à l'armée ou à la gendarmerie, vous partez faire vos classes, c'est plus difficile qu'après. Et ben le régime, c'est ça, c'est plus difficile durant le régime, et après, en fait, ça devient, vous avez fait vos preuves, quoi, c'est bon. Et ça reste une base de régime
Sauf que vous n'êtes plus en hypocalorie parce que vous allez combler avec les aliments sains pour tomber sur vos besoins pour être en forme, quoi. Mais la structure, la base restera la même qu'au régime. Vous n'allez pas revenir au pain blanc, brioche, pâte à tartiner à tous les repas. C'est parce que ça va vous reconduire à faire la même chose, quoi. Donc, et c'est ça le problème des régimes, hein, d'ailleurs, hein, parce que tous les régimes fonctionnent. Ce qui fonctionne pas, c'est la reprise du poids derrière. C'est toujours la même chose. Et on demande jamais d'ailleurs aux gens qui ont perdu du poids comment ils ont fait pour garder la ligne après. Et bon, pour revenir à cette stigmatisation, elle peut avoir des effets positifs, c'est-à-dire que le désir de pas rester en surpoids, mais il faut faire attention parce qu'il y a des limites. Et le curseur peut aller trop loin, en fait, hein, et tomber, par exemple, dans des troubles du comportement alimentaire. Alors, je pense, moi personnellement, j'en ai pas subi en famille des commentaires blessants sur mon poids, mais il faudrait définir qu'est-ce qu'un commentaire blessant sur le poids. Est-ce que si un parent dit à son enfant, mon chéri ou ma chérie, tu devrais faire attention parce que là tu commences à prendre du ventre et c'est pas bon pour ta ligne et ta santé, est-ce que c'est un commentaire blessant? Ou est-ce que c'est un commentaire bienveillant? Où est la limite en fait? Bienveillant, blessant, est-ce qu'une maman qui va dire à sa fille tu commences à prendre du ventre, fais attention, est-ce que c'est bienveillant ou c'est blessant? Est-ce que c'est pas un peu les deux? Est-ce que ça peut pas être vécu comme blessant et dit comme bienveillant? J'en sais rien, hein. Moi je vous pose la question à vous, mais il me semble que ce sont des choses qui ont pu être dites par le passé, qui peuvent être dites encore aujourd'hui, et je pense pas qu'il y ait un but blessant à la base chez l'adulte qui dit ça à l'enfant, quoi. Après, dans la cour de récréation, les enfants entre eux, de toute façon, ils sont sévères, ils sont les pires atrocités sont dites par les enfants entre eux. Enfin, les enfants mis de côté. Enfin, c'est comme ça depuis toujours et ça certainement ça va le rester, quoi. Pourquoi? Parce que la morale, elle est pas encore bien ancrée dans le cerveau d'un enfant et d'un ado. Donc il y a de la violence verbale, parfois physique aussi, et puis c'est comme ça. Mais il faut toujours faire attention avec ces rapports, ces études, ces choses-là, parce que on est toujours limite entre ne plus rien dire et trop dire. Il y a de la souffrance avec le surpoids, mais dans les deux cas, c'est-à-dire de la souffrance mentale par les comportements, les stigmatisations, les moqueries et tout, qui est une souffrance qui a des risques pour la santé, j'ai envie de dire presque aussi élevés, parce que ça peut mener au suicide, hein. Donc il y a quand même la taquinerie et tout, ça peut être le suicide d'un enfant parce qu'il est stigmatisé, etc. Et à l'inverse, de pas le pointer, de pas le montrer, alors pas de manière à se moquer, hein, mais par exemple par le médecin ou par les parents, c'est des risques. Est-ce qu'on a envie que ces enfants n'aient plus de dents parce que trop de caries trop jeunes, parce que boisson sucrée à volonté? Est-ce qu'on a envie qu'il ait du diabète très jeune parce que surpoids et obésité? Donc c'est pareil. Donc il y a, c'est pour ça c'est un sujet complexe et vous aurez toujours quelqu'un qui vous attendra au tournant pour vous dire que c'est mal de stigmatiser ou c'est mal de pas stigmatiser de manière positive, négative, etc. C'est pour ça c'est complexe. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je n'ai pas vraiment de point de vue parce que j'ai eu mon expérience personnelle et voilà, j'ai bricolé avec les outils que j'avais moi pour en sortir. Mais chaque expérience est intéressante à entendre en fait, hein, par rapport à ça. Et on n'est pas tous équipés de la même façon d'ailleurs pour réagir aux critiques. Donc c'est pour ça que moi, je donne pas d'avis personnel sur le sujet. Je fais que lire ce qui est dit et par rapport à tout ce que je lis d'ailleurs sur le sujet. Donc, on va parler un petit peu d'inflation parce que c'est un article de l'Observatoire des aliments que vous pouvez retrouver qui s'appelle Le prix des produits alimentaires. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il titre le prix de nombreux produits alimentaires s'envole depuis quelques mois. 60 millions de consommateurs viennent de faire le compte pour 2023. L'addition va être salée. Alors, sur mon Instagram, vous avez dû voir, donc mon Instagram qui est Fitness Smith, hein, vous avez dû voir que je vous ai mis en story. Logiquement, quand vous écouterez le podcast, vous pourrez voir le prix du petit sachet du petit pot de vanille en poudre. Vous savez, la vanille en poudre, l'extrait de vanille en poudre que vous pouvez mettre dans des préparations type pancake et tout. Alors, je vous parle pas du sucre vanillé, hein, je vous parle vraiment de l'extrait de vanille en poudre, donc du bâtonnet de vanille déshydraté et mis en poudre.
1550 € le kilo. Et je crois que le petit sachet là de 4 ou 5 grammes, le petit pot, c'était 7 € et des poussières. Donc on est sur des prix assez élevés. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point certains produits sont devenus, au-delà d'inaccessibles, chers de manière intolérable et insolent, on va dire. Et là, il le chiffre, hein, le prix des produits alimentaires et les produits de base explosent. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a intéressé dans l'article, c'est que tant que ça touchait les produits transformés, ultra transformés, j'ai envie de vous dire, tant pis. Alors, évidemment, vous allez dire, tant pis, oui, tant pis, parce que malheureusement, si ça peut être... Moi, vous savez, de manière, comment on dit... naïve, je me suis dit les gens vont se tourner vers les produits bruts puisqu'ils seront moins chers. Sauf que faux, en fait, ça a été l'inverse. Ça a été les produits bruts qui sont devenus plus chers que les produits transformés. Ça a suivi en fait la même logique qu'avant, c'est-à-dire que moins on a d'argent, plus on mange mal, en fait. C'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est que, comme je disais dans un autre podcast, c'est que la dernière étape après les pâtes premier prix, les nouilles premier prix, c'est la banque alimentaire. Hein. Il n'y a plus rien après. Hein. Voilà. On peut pas aller plus bas. Hein. Donc c'est ça le drame. Mais là, il montre que des matières brutes, des matières premières et des matières consommées par les pratiquants de fitness qui essayent de faire attention prennent une bonne tartine également au niveau de l'inflation. Donc on l'a tous vu sur son plein de courses. Il n'y a pas besoin de cet article pour le voir, mais j'aime bien chiffrer un petit peu quand même. Alors l'inflation délirante est épinglée par l'association, le steak haché Charal par exemple. Le paquet de 10 steaks hachés surgelés est passé de 8,06 € en 2021 à plus de 12 € en février 2023, soit une hausse de 45%. Le paquet de 500 grammes de spaghetti Barilla bondit de 0,77 € à 1,09 €. Des flambées de plus de 40%, donc ils le disent, là il va y avoir... le beurre gastronomique président 36%, le lait 34%, la farine de blé 28%, le pain de mie 25%, l'huile d'olive 24%. En réalité, tout ou presque augmente de plus de 20%, les conserves de légumes, l'eau minérale, les biscuits secs, mais aussi le liquide vaisselle, le papier hygiénique. Dans certains cas, premier prix, on observe des flambées de 40% sur le sucre, les huiles, et d'autres inflations généralisées. Donc ils disent 10 000 points de vente, supermarchés, hypermarchés, discounters, magasins de proximité, et y compris chez les drives, distribuant plus de 300 000 produits. Donc eau, yaourt, dentifrice, bière, soupe, thon, etc. Selon ces organismes, l'inflation de février 2022 à février 2023, donc là on a un écart d'un an, une comparaison sur un an, est globalement de 16%. Les produits ayant le plus augmenté sont les viandes surgelées, la charcuterie, les pizzas, les œufs, les huiles, les sucres, les papiers hygiéniques et le sucre. Alors nous, la viande surgelée, je sais pas vous, mais moi j'en consomme encore. Pourquoi ? Parce que ça coûte super cher. Super cher de prendre que de la fraîche, c'est ce que je suis en train de te dire. Les œufs, oui, j'en consomme pas mal aussi. Le sucre, non. Le papier hygiénique, oui, j'ai pas de toilette à la jappe chez moi. Et les huiles, l'huile d'olive comme tout le monde, comme tout le monde, certainement comme vous. Et ils disent là que en 2023, un ménage va débourser 790 € de plus pour ses dépenses alimentaires par rapport à 2021. Je pense qu'ils sont assez confiants sur les 790 € de plus sur l'année 2023. Moi, je serais un peu plus excessif. Je pense que ça serait un peu plus... Je pense même... on pourrait penser le double. Sur parce que je connais personne aujourd'hui qui ne se plaint pas du montant de son caddie. Et encore... c'est un truc de fou. Donc, évidemment, là, il n'y a pas trop de solutions que de se serrer la... Alors, c'est pas le moment de faire une prise de masse, par exemple. Si vous faites de la muscu, c'est peut-être pas le moment d'engager votre prise de masse musculaire, où vous allez devoir manger 6 fois par jour, etc. Pourquoi ? C'est une bonne période de maintien, ou peut-être même une période un peu de sèche, quoi.
Mais évidemment, moi le premier, je mange moins de saumon qu'avant, voire plus du tout. J'en achète plus du saumon. Avant, j'achetais du saumon, mais j'ai vu le prix du saumon, j'en achète plus. C'est pas possible. Je préfère mes oméga 3 les avoir sous forme de complément alimentaire. Le complément alimentaire d'oméga 3 reste moins cher si c'est pour les oméga 3 que le saumon. Oui, je suis revenu à des boîtes de thon, à des boîtes de maquereau. Alors évidemment, je pourrais acheter du saumon. Mais il y a un moment donné, le prix est devenu trop déraisonnable. Et j'ai pas envie de me mettre à découvert pour pouvoir manger du saumon ou des choses comme ça. Je trouve pas ça raisonnable, en fait. Évidemment, la santé passe avant tout, mais il y a un moment donné où il y a d'autres façons de faire. On peut essayer de bricoler avec des produits un peu plus premier prix. J'essaie quand même, moi c'est surtout sur les végétaux où je veux pas prendre du non bio, donc je préfère prendre du surgelé bio que du frais non bio. Et je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord sur ça. Ils vont me dire oui, mais parfois il y a du non bio en frais qui eux ne veulent pas payer parce que c'est cher d'avoir le label, mais c'est de la très bonne qualité. Ok, mais en fait ça, je suis conscient que ça existe, mais ça clignote pas sur l'enseigne. On n'en sait rien en fait. C'est au bon vouloir du gars qui te le vend. Et moi, quand je suis allé l'autre jour, je vais vous ressortir le même truc, mais m'acheter des asperges et j'ai vu que c'était 10 balles les 500 grammes d'asperges. Non, en fait. Non. Je préfère aller chez Picard ou... C'est pas possible. Je veux bien soutenir les agriculteurs, mais à 10 € les 500 grammes d'asperges, non, c'est pas possible. Donc, je préfère prendre du bio surgelé. Bref, ça, c'était petite anecdote personnelle. Dernier petit truc avant de partir, avant-dernier, le bruit de la route fait monter la tension artérielle. Donc si vous habitez près d'une route, donc là c'est pareil, c'est Science Daily, donc c'est le collège américain de cardiologie qui a fait l'exploration, l'étude, ou je sais pas comment on pourrait dire. Donc une étude montre que le bruit de la circulation est associé à un risque accru d'hypertension. Si vous habitez près d'une route très fréquentée, vous avez peut-être l'impression que le bruit constant des moteurs rugissants, des klaxons et des sirènes hurlantes fait monter votre tension artérielle. Une nouvelle étude vient de confirmer que c'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui habitent déjà en ville et tout ça. Ben oui, c'est la pollution sonore s'ajoute à la pollution atmosphérique et ça conduit à de l'hypertension plus à des problèmes cardio-respiratoires parce que la pollution atmosphérique avec les particules fines, etc. Mais la pollution sonore, c'était juste du domaine aujourd'hui du bon vouloir de chacun. C'est-à-dire que certains disaient ouais, moi ça me dérange et d'autres ça me dérange pas. En fait, il n'y a pas de ça vous dérange ou ça vous dérange pas. Il y a une réalité. Il y avait également des études qui montraient qu'il y avait plus de risques de démence quand vous vivez près d'une route où il y avait beaucoup de pollution sonore. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, alors vous inquiétez pas, c'est pas non plus, c'est des expositions sur plusieurs années. Si vous venez de vous installer au bord d'une route, ne partez pas, ne stressez pas trop. Mais par exemple, si vous êtes en train de vous demander comment vous pourrez améliorer votre logement et faire une bonne plus-value, c'est de miser sur du double, voire du triple, voire du quadruple, j'en sais rien, enfin en tout cas une isolation phonique plus. Ce sera pour vous un avantage, parce que vous allez vous sous-exposer à la pollution sonore, mais également une bonne plus-value pour l'avenir. Parce que le jour où quelqu'un voudra venir acheter, faut vous dire que peut-être quand vous allez vendre dans 7 ans ou 10 ans, votre logement que vous avez fait construire ou vous avez acheté en pleine ville, le problème de santé sur la pollution sonore sera connu du grand public et donc du coup, ça fera baisser le prix de l'immobilier, sauf si le logement sera très bien isolé de manière phonique. Donc ça peut être un bon poste si vous êtes en train de faire construire proche d'une route ou que vous avez acheté quelque chose à rénover, un bon point. Si vous êtes par contre en train d'acheter un bien, dites-vous une chose, c'est que il y a des risques d'hypertension à vivre près d'une route, ça fait monter la tension artérielle en fait, tout simplement. Donc cherchez plutôt en campagne, ça sera moins cher, il y aura peut-être plus de routes, mais ça sera bon pour votre santé et celle de vos proches directs, avec qui vous allez vivre. Et je trouvais ça important parce que vous savez que moi, mon podcast, il parle aussi de style de vie, de mode de vie, et le lieu de vie fait partie du mode de vie. C'est-à-dire que ce que vous voyez par votre fenêtre et ce que vous entendez quand vous ouvrez la fenêtre ou quand vous êtes chez vous à toute fenêtre fermée,
ça a un impact sur votre qualité de vie, votre santé moyen-long terme et même court terme, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça avait toute sa place ici. Vous avez le lien en note de cet épisode. Donc, les faux conseils pour augmenter la testostérone et les bons. Donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'était avant-hier, pour ceux qui ont suivi, à 10h, dimanche matin, je vous ai fait un cours sur la testo, la nutrition et les lipides. Donc, vous savez que on le sait tous, pour avoir un bon taux de testostérone, faut avoir une alimentation équilibrée, faut faire de l'exercice physique, faut avoir un sommeil suffisant, faut apprendre à gérer son stress, faut limiter l'alcool, les drogues et le tabac, faut avoir un poids corporel sain, faut éviter les perturbateurs endocriniens, blablabla. Tout ça, c'est plus ou moins connu. Mais nous, on aimerait aller plus loin. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec vous dimanche matin, notamment vous parler des graisses, parce que souvent on vous dit oui, les graisses et la testo, machin, faut manger plein de graisses pour avoir un bon taux de testo. On fait un rapport sur ça, sur ces fameuses graisses et le taux de testo. On va parler de tout un tas de choses, notamment aussi des 8 habitudes alimentaires qui vont réduire la fertilité. Donc si vous essayez d'avoir des enfants, hommes ou femmes, y a des choses à éviter et des choses à faire. On va voir également des plans alimentaires pour les gens qui veulent augmenter leur testostérone et augmenter également leur fertilité. Donc c'est vraiment un cours complet sur la testostérone, sur la fertilité, mais qui va bien plus loin que les petites recommandations à la noix que je vous ai données juste avant, exercice physique, alimentation équilibrée, lipides sains, vitamine D, zinc, enfin les trucs que vous lisez partout en fait sur tous les articles du net sur augmenter sa testostérone. Quand vous tapez augmenter votre testo, vous avez toujours les mêmes choses, dormez 7 à 8 heures par nuit, méditez, respirez profondément, relaxez-vous, limitez les drogues, l'alcool. Bon, tout ça, vous le savez, en fait. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez un cours vidéo sur le sujet, plus tout le PDF avec des... Là, vous aurez des trucs clairs dans le PDF à télécharger en plus. Donc, allez voir. Vous ne serez pas déçus. Et vous aurez toutes les références pour encore plus approfondir. C'est dans les notes de cette émission. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre porte-monnaie avec la bouffe et fixez-vous des priorités parce que je sais qu'aujourd'hui, on peut plus aller au cinéma, aller au restaurant et manger sainement. Eh bien, peut-être que c'est le moment de se retourner vers des activités qui coûtent rien, notamment des activités de plein air, je sais pas moi, le vélo, moi c'est le skateboard par exemple, même si je me suis éclaté la cheville et je pense que j'ai une petite entorse, mais bon bref, il y a comme ça des choses qui ne coûtent rien, sauf s'acheter un vélo à la base, mais bon après c'est assez vite amorti, je pense que vous avez tous plus ou moins un vélo ou même des jambes pour aller marcher, mais je pense que le retour des activités qui ne coûte rien, va revenir sur le devant de la scène. C'est-à-dire que, petit conseil, au lieu d'aller faire un resto avec vos amis qui va vous coûter 25 ou 30 balles par tête, le repas que vous auriez fait chez vous, emballez-le, faites-le lors d'un pique-nique dans la nature, ça vous aura coûté le même prix parce que c'est le repas que vous auriez fait à midi chez vous ou le soir chez vous. Donc vous l'auriez mangé dans tous les cas, vous l'auriez sorti de votre frigo dans tous les cas, sauf que vous le mangez à l'extérieur avec vos proches. Ça c'est une bonne façon d'avoir une activité qui ne coûte rien et qui reste un moment partagé. Et vous verrez que l'expérience sera super. D'ailleurs, petit conseil, vous pouvez aussi faire en sorte que chacun s'occupe d'une chose. Toi, tu prends le dessert, toi, tu prends le machin et tout, avec des produits uniquement contenus dans votre frigo. Voilà. Je m'arrête ici. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Et allez voir tous les liens que je vous ai mis dans les notes de cet épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.